Bonjour, je m'appelle François Parcy, je suis chercheur au CNRS à Grenoble et je vais vous parler des fleurs et plus particulièrement de la naissance des fleurs. Et sous ce titre, j'entends deux choses différentes. D'une part, la naissance des fleurs au cours de l'évolution, c'est-à-dire dans la grande histoire des plantes, mais également la naissance des fleurs sur une tige et on verra comment on peut apprendre des choses sur l'évolution et sur le passé des plantes en comprenant les plantes qui existent sous nos yeux de nos jours. La fleur, vous savez tous ce que c'est, vous en avez tous vu. On sait qu'il en existe des tas de formes, de couleurs différentes, mais elles ont des points communs. Et ces points communs, c'est qu'elles sont toutes composées de quatre types d'organes qui sont répartis selon des couronnes, c'est-à-dire des cercles concentriques qu'on appelle aussi verticiles. Donc les quatre types d'organes, ce sont de l'extérieur vers l'intérieur les sépales, les pétales, les étamines et le pistil. Les sépales, ce sont ces petits organes verts qui ressemblent à des feuilles, ce n'est pas exactement des feuilles, et ils recouvrent le bouton floral avant que la fleur ne s'épanouisse. Donc ils ont un rôle essentiellement protecteur. Les pétales, vous les connaissez très bien, ils ont des formes, des couleurs très variées, et ils ont un rôle important dans la reconnaissance par les insectes et l'attraction des insectes. Et puis au centre, vous avez les organes reproducteurs, donc là vous avez l'étamine, l'organe reproducteur mâle, qui renferme le pollen, qui est le gamète mâle, et puis l'organe reproducteur femelle, le pistil ou carpelle, qui renferme les ovules. Donc je vous l'ai dit, il existe des tas de sortes de fleurs, et en fait ces plantes à fleurs, elles sont extrêmement importantes aujourd'hui sur Terre, puisqu'elles représentent la vaste majorité des espèces de plantes. En termes d'espèces, c'est 90-95% des espèces qui sont des plantes à fleurs. Tout ce que vous mangez, la quasi-totalité, ce sont de végétales en tout cas, ce sont des plantes à fleurs. Par exemple, le blé, quand on voit un champ de blé, ben, c'est pas aussi joli qu'un champ de tournesol, et pourtant il y a des fleurs de blé qui ne possèdent pas de vrais pétales, mais ce sont quand même des plantes à fleurs qu'on appelle aussi angiospermes. Alors là, je vous ai mis un champ de tournesol parce que c'est joli, mais également pour illustrer le fait qu'on appelle en général ça des fleurs de tournesol, mais c'est un abus de langage, ce ne sont pas des fleurs. En fait, une fleur de tournesol, elle est composée de centaines de petites fleurs, et les fleurs qui sont à l'extérieur de ce plateau, eh bien, elles ont un grand pétale qui fait que l'ensemble ressemble à une grosse fleur, mais en réalité, ce sont des centaines de fleurs posées sur ce qu'on appelle un capitule. Et en fait, ce genre de structure, ça existe chez d'autres plantes, comme chez la marguerite. Là, on a des Orleia grandiflora, donc là, c'est pas exactement un capitule, puisque les fleurs sont séparées, mais on voit que les fleurs de l'extérieur ont un pétale plus grand, qui donne à l'ensemble la forme générale d'une grande fleur. Et puis si on prend cette fleur des montagnes que vous connaissez sans doute, l'Edelweiss, et bien là la fleur c'est le tout petit point jaune. Et en fait ce rond là qui possède quelques dizaines de fleurs c'est un capitule. Là vous avez un capitule de capitule. Et ce sont des feuilles qui ont pris l'apparence de pétales parce qu'elles sont avec ces espèces de poils blancs qui donnent à l'ensemble l'apparence d'une fleur, mais c'est ce qu'on appelle un exemple de convergence évolutive. C'est-à-dire que ça ressemble à une fleur, mais c'est fait de quelques dizaines de toutes petites fleurs. Alors si on parle de grosses fleurs, on ne peut pas ignorer les deux records du monde, qui toutes les deux poussent en Indonésie, à Sumatra en particulier. Donc il s'agit de la Rafflesia arnoldi, et de l'arôme titan, qu'on appelle aussi le phallus de titan. Donc celle-là, c'est une plante assez extraordinaire. C'est une plante parasite qui vit sur d'autres plantes. Elle ne possède même pas de racines, même pas de feuilles. Elle possède cette fleur géante, et ça, c'est un record qui a été battu récemment, où ils ont trouvé une plante qui faisait, je crois, 1,20 m de diamètre. Ça, c'est l'arôme titan. Alors, c'est aussi énorme. C'est pas vraiment une fleur, c'est plutôt une inflorescence. On le voit ici. Quand elle est à maturité, on voit qu'elle possède énormément de fruits. Donc, c'est plutôt plein de fleurs ensemble sur cette énorme structure. Et en fait, une particularité de ces deux plantes-là, c'est qu'elles sentent pas bon du tout. Elles sentent même très très mauvais, puisqu'elles imitent dans leur maturité des odeurs de cadavres pourris ou de poissons en décomposition. Et c'est parce que leurs pollinisateurs sont des petites mouches qui aiment bien les odeurs de cadavres. Et même, alors ce qui se passe même, là vous voyez un film en caméra thermique, donc on voit euh, la température de cette plante. Donc là il s'agit d'un arôme titan. Quand la plante elle a à peu près la couleur de l'extérieur, c'est qu'elle est à la température de l'extérieur. Et vous allez voir que au cours de la journée, eh bien, il y a des modifications de la température. Donc là, vous voyez, il y a des gens qui rendent visite à cette plante, elle a à peu près la couleur de l'extérieur, et puis la nuit venue, elle se met à chauffer. Il y a une énorme différence de température entre cette fleur et le reste et l'environnement. Et en fait, on pense que cette augmentation de la température,
elle est là pour aller mieux diffuser les odeurs putrides qui vont attirer les insectes pollinisateurs. Donc voilà, donc là on a fait un petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'est une fleur, quels sont ses organes, comment ils sont disposés. Et maintenant on va s'intéresser à l'histoire des plantes. On va se demander est-ce que les plantes à fleurs ont toujours existé, qu'est-ce qu'il y avait avant elles, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui sur Terre des plantes qui sont sans fleurs. Et en fait, pour répondre à toutes ces questions, une chose qu'on peut faire, c'est observer les fossiles. Et quand on regarde les fossiles de plantes sur Terre, on se rend compte que les plus anciens fossiles sont des fossiles de mousses, par exemple, ou des fossiles de fougères, qui peuvent avoir à peu près 400 millions d'années. Mais à ces époques-là, pas de fleurs, aucune trace de plante à fleurs. On voit arriver des fossiles de plantes comme ici le Ginkgo biloba, qui est une plante à graines, mais qui ne fait pas de fleurs, qui peut avoir 250-300 millions d'années. Et en fait, les premiers fossiles de plantes à fleurs commencent à les voir vers 125-130 millions d'années. Donc en fait, les fleurs n'ont pas toujours été là. On sait que les plantes ont commencé à vivre sur Terre il y a à peu près 450 millions d'années, et pendant 300 millions d'années, il n'y a pas eu de plantes à fleurs. Il y a eu des mousses, des fougères et des plantes à graines. Alors si on remet ça sur une petite histoire des plantes, voici les mousses qui ont appris, à partir d'ancêtres qui devaient ressembler à des algues, qui ont appris à vivre en dehors de l'eau, mais qui se reproduisent toujours avec un besoin très fort de milieu aqueux. Ensuite, il y a eu des plantes qui ont réussi à posséder un réseau vasculaire, c'est-à-dire à faire circuler l'eau en hauteur, et donc pour se rapprocher un peu plus du soleil, pour profiter de l'énergie solaire pour la photosynthèse. Donc elles avaient ce réseau vasculaire, ce sont les fougères, mais elles aussi, elles ont encore besoin d'eau pour se reproduire. Et ensuite, vers à peu près 350 millions d'années, on a commencé à voir l'émergence d'un groupe de plantes qui s'appelle les gymnospermes, et dont les représentants les plus connus aujourd'hui sont les conifères. Et eux, à la différence de leurs ancêtres, ils possèdent des graines. La fougère n'a pas de graines, la mousse n'a pas de graines. Les premières plantes à avoir des graines, ce sont ces gymnospermes. Et ils se reproduisent grâce au vent. C'est le vent qui va emporter le pollen et qui va provoquer la fécondation. Mais ces plantes-là n'ont pas de fleurs. Et si on attend un peu plus, vers à peu près 150 ou 130 millions d'années, on a l'apparition des premières plantes à fleurs. Donc si on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé, il faut bien connaître ces deux groupes-là, le groupe des gymnospermes et le groupe des plantes à fleurs. Donc on va commencer par parler du groupe des gymnospermes, dont, je vous l'ai dit, les représentants les plus connus sont les conifères, comme le séquoia, l'épicéa, le mélèze, le sapin. Tout ça, ce sont des gymnospermes. Il y a des groupes un peu moins connus. Il y a par exemple les gnétales, avec ici un exemplaire Welwitschia mirabilis, qui pousse dans le désert de Namibie et d'Angola. C'est une plante assez extraordinaire qui peut vivre plus de 1000 ans. Il y a les cicadales, c'est pas très connu. Et puis là, il est tout seul dans son ordre, celui-là, c'est le seul qui a résisté. C'est le Ginkgo biloba qu'on trouve dans certaines de nos villes, par exemple, qui donne un feuillage très très joli en automne. Et donc chez toutes ces plantes-là, en fait, les structures reproductives, je vous l'ai dit, il n'y a pas de fleurs, il y a à la place des cônes mâles et des cônes femelles. Alors ces cônes, on les connaît bien. Voilà, là vous avez les cônes mâles qu'on peut trouver chez un sapin, qui vont faire une poussière jaune et abondante quand ils relâchent le pollen. Et puis les cônes femelles, là on les voit, ils sont très petits, mais ils vont donner ensuite les pommes de pin. Et donc, chez ces espèces-là, on a donc les pièces mâles et les pièces femelles qui sont séparées. Les organes ne sont pas disposés en couronne comme je le décrivais pour la fleur, mais ils sont disposés en spirale. Quand on regarde une pomme de pin de dessus, on voit très bien les spirales. Et puis les ovules sont nus. Elles sont nues sur des écailles, et c'est pour ça que ça s'appelle gymnosperme, ça veut dire les graines nues, à l'inverse des angiospermes, qui veut dire la graine enfermée dans une boîte, dans une cavité, qu'on trouve ici à l'intérieur du pistil. Et donc il y a des grandes différences entre les gymnospermes et les angiospermes, puisque je vous l'ai dit, chez la fleur des angiospermes, les organes mâles et femelles sont regroupés, on a la présence de sépales et de pétales, qu'on appelle le périanthe, et puis les organes sont disposés en couronne et non pas en spirale. Et enfin, les ovules sont enfermés. Et Darwin, quand il a observé tout ça, quand il a regardé ce qui existait chez les plantes vivantes, mais aussi chez les plantes fossiles, il a trouvé ça très étonnant, le fait que quand on regarde dans les fossiles, on a l'impression que l'apparition des plantes à fleurs, elle est assez brutale, et qu'une fois qu'elles apparaissent sur Terre, elles envahissent tout très rapidement. Et donc, cette origine d'apparence brutale et ce succès évolutif très rapide, ça lui posait question. Ça semblait pas se conformer à sa théorie de l'évolution, et donc il a écrit à son collègue Sir Joseph Hooker,
il lui a écrit les plantes à fleurs, leur succès, leur diversification rapide sont pour moi un abominable mystère. Et l'une des choses qu'on fait encore nous aujourd'hui en recherche, c'est d'essayer de résoudre ou au moins de lever le voile sur l'abominable mystère de Charles Darwin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Est-ce qu'on a compris ce succès, cette diversification rapide? Eh bien oui, on a des éléments de réponse, et en particulier, on sait qu'une des raisons du succès des plantes à fleurs, c'est le fait que, au lieu d'être pollinisées par le vent, comme les conifères, avec des millions de grains de pollen qui volent au hasard, eh bien les plantes à fleurs, elles ont une interaction très forte avec des pollinisateurs. Donc les pollinisateurs, vous connaissez des exemples, comme les abeilles bien évidemment, et il est vrai que les insectes sont les pollinisateurs majeurs, puisqu'on considère qu'il y a environ 100 000 espèces d'insectes pollinisateurs, mais il existe aussi des cas un peu plus exotiques, un peu plus rares, comme des pollinisations par des oiseaux, comme les colibris ou les cailles, ou des pollinisations par des mammifères, comme certaines souris ou chauves-souris en Indonésie en particulier. Mais bon, le cas le plus fréquent, c'est le cas des insectes, et donc je vais parler essentiellement des insectes. Donc, cette interaction entre la plante et l'insecte, elle repose sur une forme de séduction, où la plante a évolué pour être facilement reconnue par l'insecte, mais elle a aussi évolué pour récompenser l'insecte et l'inciter à revenir. Ça, c'est très efficace parce qu'en fait, vous le savez tous, une abeille qui va se poser sur une fleur, elle va à la fois récolter du pollen de façon plus ou moins involontaire, et quand elle va se poser sur une nouvelle fleur, elle va distribuer ses grains de pollen et elle va polliniser. Donc en fait, en visitant des fleurs hermaphrodites qui ont à la fois les organes mâles et femelles, l'abeille fait un double rôle de récupérer du pollen et de polliniser à la fois. Et donc je vous disais, cette séduction, elle repose sur de la récompense, et la récompense c'est en général du nectar, c'est un petit jus sucré qui est produit à la base des organes de la fleur, et que les insectes mangent. Donc c'est une source riche, puisque ça contient du sucre, parfois ça contient des lipides, parfois les insectes se nourrissent aussi de pollen ou utilisent le pollen. Et puis pour être reconnues, il faut qu'elles aient une forme spéciale, une couleur spéciale, un parfum, parfois même une température spéciale. Et ça, c'est toute la diversification au cours de l'évolution, avec des fleurs qui ont chacune des formes particulières, parfois des petites taches très spéciales qui ressemblent à des insectes. Donc je vous l'ai dit, les couleurs c'est extrêmement important. Les couleurs en général elles sont produites par des pigments, comme les caroténoïdes ou comme les anthocyanes. Mais il existe aussi des fleurs qui réussissent à produire des sortes de couleurs sans pigments. C'est ce qu'on appelle des couleurs structurales. Ici vous avez un exemple. Et en fait cette couleur-là, elle n'est pas du tout due à un pigment violet. Elle est due au fait que sur la surface des pétales, on a des petites rainures, comme sur la surface d'un CD, et quand la lumière arrive sur ces petites stries, eh bien, il y a un phénomène physique qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un halo bleu qui se produit. Et si on regarde dans l'évolution des plantes, là vous avez un arbre avec des tas de plantes à fleurs différentes, on voit que l'apparition de ces stries sur les pétales qui donnent ce halo bleu, eh bien, elle a eu lieu plusieurs fois dans l'évolution. C'est encore un exemple de convergence évolutive. Et si elle a eu lieu plusieurs fois, c'est parce qu'elle confère un avantage. Cet avantage, ça a été démontré, c'est que les insectes, les bourdons en particulier, reconnaissent très bien ce halo bleu. Alors, un des exemples qu'on peut citer qui est encore plus frappant, qui est assez extraordinaire, ce sont des cas où la fleur, en tout cas les pétales de la fleur, se mettent à ressembler à l'insecte. Et ça existe chez certaines orchidées. Ici, vous avez une abeille à longues antennes. Puis là, vous avez une orchidée où vous avez ce pétale très spécial qui s'appelle le labelle, qui a acquis une couleur, une texture, des sortes de poils qui ressemblent beaucoup à la femelle de cette abeille. Et donc là, on a un phénomène qui s'appelle la pseudo-copulation, c'est-à-dire que cette abeille mâle, elle essaie de copuler avec cette fleur en croyant que c'est une femelle. Si vous regardez, vous avez même ici une partie verte qui ressemble énormément à l'appendice génital de la femelle, donc elle essaie de copuler, et la position qu'elle adopte pour cette copulation, elle est extrêmement précise, puisque dans cette position, vous voyez sur la tête de l'abeille, on a des petites structures qui se glissent dans une loge, et dans cette loge, il se trouve du pollen qui va se coller sur la tête de l'abeille. Et évidemment, la copulation pour l'abeille, elle a raté, mais la reproduction de la fleur, elle a réussi. Cette abeille va aller visiter une autre plante, une autre fleur, et va de nouveau déposer du pollen. Donc ça, c'est un exemple un peu extrême, où il y a vraiment une ressemblance entre le labelle et l'insecte, mais en fait, il y a des tas de cas où on a comme ça une adéquation assez bonne entre l'insecte pollinisateur ou l'oiseau pollinisateur
et la plante. Ça, c'est le cas, par exemple, des pétunias. Vous voyez, les fleurs de pétunia, elles se ressemblent toutes, mais il y a quand même des différences. En général, les pétales, ils sont fusionnés, donc ça s'appelle la corolle, ils sont fusionnés en un tube. Eh bien, on a des pétunias qui possèdent un tube très long et qui sont, par exemple, pollinisés par un colibri. On a des pétunias qui possèdent un tube court, mais qui sont colorés et qui vont être pollinisés 2 jours par une abeille. Et puis d'autres pétunias qui vont être pollinisés par un papillon de nuit qui a une longue trompe, mais ceux-là, ils n'ont pas spécialement de jolies couleurs, puisqu'ils sont pollinisés la nuit. Par contre, ils émettent un parfum assez puissant. Et en fait, le fait qu'il se crée comme ça des couples entre cette espèce de pétunia et le papillon de nuit, cette espèce de pétunia et l'abeille, cette espèce de pétunia et le colibri, ça va isoler des couples fleurs-insectes. Et petit à petit, ils vont diverger et ça va conduire à la création de nouvelles espèces. Donc ça, ce sont tous des pétunias, mais ils ne peuvent plus vraiment se reproduire entre eux. Ils ont trop divergé, on le voit à la couleur, on le voit à la forme des pétales, et ça crée cette espèce d'isolement reproducteur qui fait que ça crée de nouvelles espèces. Donc l'idée que l'interaction très forte entre des plantes et des insectes ait pu conduire à la création de nouvelles insectes, nouvelles variétés de plantes, mais aussi nouvelles espèces d'insectes, ça c'est une idée qui est apparu à l'époque de Darwin, mais pas chez Darwin lui-même, chez un biologiste français qui s'appelait Gaston de Saporta. Et dans une lettre à Darwin, il avait écrit: moi je pense que le succès et la diversification des plantes à fleurs, elle est en partie due à ces interactions très fortes avec les insectes. Et Darwin a trouvé que c'était une très bonne idée. Il a répondu à Gaston de Saporta qu'il devrait vraiment publier cette idée-là, parce qu'il a trouvé extrêmement séduisante. Alors si on continue avec notre exemple des pétunias, quand on regarde ces différents pétunias, vous pouvez voir qu'ici, on a dessiné ce qui s'appelle un arbre phylogénétique, c'est-à-dire un arbre de parenté entre ces pétunias. Donc là, si on les regarde, on voit que globalement, ils ont des pétales qui se ressemblent, même s'il y a des différences, il y a des différences de couleur. Et en fait, cette ressemblance, elle implique une parenté commune. En fait, en biologie en général, on sait que si des êtres vivants se ressemblent à ce point-là, ça ne peut pas être par hasard. Et on peut faire le parallèle avec les langues. Quand on regarde les langues latines, l'espagnol, l'italien, le portugais, le français, il y a énormément de ressemblances et ça ne peut pas être par hasard. Des langues qui se ressemblent autant n'ont pas pu euh, émerger de façon complètement indépendante. Si elles se ressemblent, c'est parce qu'elles ont un ancêtre commun. Et donc si on regarde nos fleurs de pétunia qui se ressemblent ici, si elles se ressemblent, c'est parce que vous voyez, à ce moment-là, il y avait sur Terre, il y a pas 3 millions d'années, une seule espèce de pétunia. C'était l'ancêtre commun de tous ces pétunias et c'est lui qui a donné naissance à ces différentes espèces. Donc en fait, en regardant ce qui existe aujourd'hui et en le classant par similarité, on peut faire comme ça un arbre de ressemblance, mais qui est aussi un arbre historique sur la façon dont ces espèces sont apparues dans le passé. Donc ça, on n'est pas obligé de se restreindre aux pétunias. On peut le faire pour toutes les plantes à fleurs. Et si on le fait, on peut comme ça créer un arbre géant. Alors on peut le faire sur des caractères morphologiques. Aujourd'hui, on le fait aussi sur des caractères moléculaires, c'est-à-dire on séquence les gènes, on séquence les protéines contenues dans ces génomes, on les compare, et ça nous donne autant de caractères pour créer un arbre extrêmement fiable des plantes à fleurs. Et bien si on fait ça, vous avez là ici un arbre simplifié, on se rend compte que toutes les plantes à fleurs se classent ensemble, et que les gymnospermes, les conifères et les autres membres de la famille des gymnospermes se classent séparément. Donc ça veut dire qu'en fait, à ce point-là, il y a une seule origine des plantes à fleurs. De la même façon qu'il y a une seule origine des langues latines, à un moment donné, on ne sait pas exactement quand, on peut estimer à partir de 150 millions d'années, peut-être 200 millions d'années, eh bien, il s'est produit à la surface de la Terre un événement unique, l'apparition de l'ancêtre commun de toutes les plantes à fleurs qui existent de nos jours. Et un des enjeux de la biologie d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre à quoi pouvaient bien ressembler ces plantes à fleurs. Et pour ça, on va comparer les fleurs, en particulier les plantes à fleurs qui sont à la base de l'arbre. On va les comparer, on va regarder leurs caractères, et petit à petit, on peut essayer d'inférer, on peut essayer de deviner quels étaient les caractères de cette plante, l'ancêtre commun de toutes les plantes à fleurs vivantes. Alors les plantes à fleurs qui ont divergé le plus tôt des autres, ce sont par exemple celle-ci, Amborella trichopoda. Bon, elle n'a pas une fleur particulièrement jolie, mais c'est la première à avoir divergé de tous les autres. Il y a également le lys, on pourrait citer l'anis étoilé, on pourrait citer le magnolia, on peut citer les nénuphars. Tout ça, c'est des plantes qu'on appelle basales, ce qui veut dire que c'est parmi les premières à avoir divergé des autres, et elles sont les sœurs de toutes les plantes à fleurs.
Il y a un chercheur français qui s'appelle Hervé Sauquet, qui travaille aujourd'hui en Australie, qui a en fait analysé comme ça tout le grand arbre des plantes à fleurs. Et à chaque nœud de l'arbre, il a essayé de deviner à quoi pouvait ressembler la fleur ancestrale. Et en remontant comme ça, il a réussi à avoir le portrait de la première plante à fleurs. Alors ce qu'il a réussi à faire, c'est ça. C'est en fait un diagramme floral où il a proposé que l'ancêtre de toutes les plantes à fleurs qui existent aujourd'hui sur Terre, elle ressemble un peu à ça, c'est-à-dire elle a deux couronnes de pétales qu'on appelle des tépales. Donc elle n'a pas de sépales, celle-là elle a pas deux, mais elle a quatre couronnes de tépales. Elle aurait quatre verticilles d'étamines, donc là aussi ce sont des couronnes d'étamines, et puis il a proposé que les organes femelles ce soient des spirales de carpel. Donc il en a fait des petits dessins qui sont des vues d'artiste parce qu'on ne sait pas à quoi elles ressemblent. Là on a l'impression que ça ressemble à un magnolia et on lui a d'ailleurs reproché, mais on ne le sait pas, on connaît juste, on peut tenter de deviner la disposition des pétales, on peut essayer de deviner leur nombre, mais on ne peut pas deviner leur forme ou leur couleur. Mais ça c'est un portrait possible de la toute première plante à fleurs. Et puis pour essayer de savoir où et quand cet événement a bien pu se produire, eh bien on continue de chercher des fossiles. Jusqu'il y a pas très longtemps, on pensait que la plus vieille plante à fleurs avait 125 ou 130 millions d'années, comme Archefructus par exemple. Mais très récemment, il y a 1 an et demi, on a trouvé en Chine une nouvelle plante qu'on a appelée Nanjinganthus dendrostyla. Elle a été trouvée en Chine. Ici, vous voyez des images de fossiles, pas mal de fossiles. Et en fait, il semblerait que ce soit une plante à fleurs, puisqu'on voit on semble voir des pétales, des organes mâles, des organes femelles. Le pistil, lui, ressemble à un petit arbre, c'est ce que veut dire dendrostyla. Dendro, ça veut dire arbre, et styla, c'est le pistil. Et Nanjinganthus, anthus, c'est les fleurs, et Nanjing, c'est la région où elle a été trouvée. Et quand les gens ont daté ce fossile-là, ils ont trouvé une date de 174 millions d'années, donc beaucoup plus vieux, 50 millions d'années avant les fleurs les plus anciennes. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui questionnent cette découverte, qui ne sont pas sûrs, basés sur les fossiles, que ce soit bien une plante à fleurs, et effectivement, c'est pas si facile à voir avec les restes qu'on en a. Mais la recherche sur les fossiles est toujours très active pour tenter de comprendre quelle est la plante à fleurs la plus vieille qu'on peut trouver, où est-ce qu'on la trouve, etc. Donc là, dans cette première partie, tout ce que je vous ai raconté, ça concernait les fleurs, leur histoire. Maintenant, je vais commencer une deuxième partie où je vais vous raconter des résultats récents qui ont été obtenus sur quelques plantes qu'on appelle des plantes modèles parce qu'elles se manipulent facilement et qui utilisent la méthode génétique pour tenter de comprendre comment les fleurs se forment, c'est-à-dire comment, sur une tige, on peut avoir la formation des fleurs. Alors, une des plantes qui est extrêmement utilisée, elle s'appelle Arabidopsis thaliana, ou la rabette des dames. C'est une petite mauvaise herbe qui fait partie de la famille du colza ou de la moutarde. On appelait avant une crucifère, aujourd'hui on appelle ça une brassicacée. Et en fait, cette petite plante, elle a une première partie de sa vie où elle pousse sous forme de rosette, donc c'est quelques feuilles comme ça. Et puis un beau jour, elle commence à fleurir, on voit sa tige qui s'allonge. Donc là, vous avez un petit film, bien sûr c'est un accéléré, qui illustre les deux phases de la vie de la plante. D'abord la croissance qu'on appelle végétative, avec formation des feuilles, et puis l'élongation des entrenœuds, la montée des tiges, et vous voyez au sommet des tiges des petites fleurs et des petits fruits qui commencent à se former. Donc ça c'est un processus qui est assez standard, et il y a beaucoup de plantes qui fleurissent de cette façon-là. Si on regarde de plus près, on voit que les fleurs elles commencent à se former ici au sommet de la tige, donc il y a un groupe de cellules souches qui vont former les fleurs. Si on zoome un peu plus près, là vous voyez les fleurs qui sont déjà formées, et puis tout à fait au centre, on devine des tout petits boutons floraux. Donc ça, ce sont les états les plus jeunes de la fleur. Et si on prend un microscope électronique à balayage, alors là, on peut se rapprocher encore plus, et on voit la pointe de la tige. Donc là, ce sont ce qu'on appelle les cellules souches. Et sur les bords de la pointe de la tige, on voit les jeunes stades floraux. Et en fait, l'une des questions qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on passe de ce petit groupe de cellules, de ce petit tas, aux différents stades floraux pour aller bâtir après des fleurs tout à fait extraordinaires avec des pétales colorés. Donc là, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment est-ce qu'on a ce petit groupe de cellules qui se détache, qui va grandir comme ça, qui va encore grandir, et qui va donner la fleur à la fin. Donc, pour bien comprendre comment les fleurs se forment, qu'est-ce qu'il y a dans les chromosomes qui va donner naissance à ces fleurs, la première étape, c'est d'abord d'arriver à décrire. Et c'est ce qu'on fait là. On regarde de très près et on décrit la formation des fleurs. Donc si on suit
cette fleur que vous voyez ici, on commence à suivre. On voit qu'il y a déjà l'ébauche des sépales qui se forment. Si on regarde un peu plus tard, les sépales ils commencent à pousser. Ils vont se refermer sur le bouton floral, ils vont même le recouvrir complètement. Donc il faut aller soigneusement couper ces ébauches de sépales pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on voit les ébauches d'étamines et l'ébauche du pistil. Un peu plus tard, on a les pétales qui commencent à pousser. Au départ, ils sont en retard, puis après, ils vont pousser, et ils vont recouvrir le bouton floral. Puis si on zoome sur le sommet du pistil, on voit ces structures-là, comme des petits cheveux collants qui s'appellent des papilles stigmatiques. On commence à deviner ici un grain de pollen. Et si on zoome encore plus près, on voit le grain de pollen qui est collé à la papille stigmatique, qui va germer et qui va envoyer les noyaux pour aller provoquer la fécondation au sein du carpel. Donc ça, c'est une description. Là, on n'essaie pas de comprendre, on essaie juste de voir comment ça se passe. Ensuite, on peut utiliser la méthode génétique pour aller comprendre comment ça se passe. La méthode génétique, ça consiste, je l'ai dit, d'abord à caractériser, on vient de le voir, mais aussi à perturber, c'est-à-dire à chercher des plantes qui ne fonctionnent pas normalement. Par exemple, la plante d'Arabidopsis, elle va fleurir au bout d'une quinzaine de feuilles et au bout d'une vingtaine de jours. On peut rechercher des plantes qui vont fleurir beaucoup trop tard, beaucoup trop tôt. Là, on l'a vu, les premiers stades de la fleur, ce sont ces petites bosses de cellules. Eh bien, on peut rechercher des plantes qui n'arrivent pas à faire ces petites bosses, qui n'arrivent pas à traverser ces différents stades. Et ensuite, lorsque la fleur est mature, eh bien, on a les organes floraux, et on peut également rechercher des plantes qui n'ont pas les bons organes. Donc là, vous avez un exemple. Ça, c'est un exemple de mutant à floraison tardive. Vous voyez, il a produit peut-être 50 feuilles avant de fleurir. Ça, c'est un mutant qui ressemble exactement à un petit chou-fleur. Il n'est pas arrivé à traverser les tout jeunes stades floraux. Il n'y est pas arrivé, il hésite, et il continue de faire ce fourmillement de petites structures. Et puis, on a des mutants, qu'on appelle des mutants d'identité des organes de la fleur. Eux, ils fleurissent à la bonne date, ils arrivent à traverser les jeunes stades, mais ensuite, ils ne fabriquent pas normalement les organes au bon endroit, tels qu'ils devraient être dans une fleur sauvage. Par exemple, celui-là, on voit, il n'a pas d'étamine, pas de pistil, il n'a que des pétales et des sépales. Et donc, c'est ces mutants particuliers qu'on appelle les mutants homéotiques floraux, dont je vais vous parler maintenant pour illustrer comment la génétique a permis de comprendre quels sont les gènes, quelles sont les protéines importantes pour la formation des fleurs. Donc des fleurs mutantes comme celles que je viens de décrire chez Arabidopsis, on en a trouvé dans différentes plantes. On en a trouvé chez Arabidopsis si vous avez différentes sortes de mutants, mais on a trouvé aussi l'équivalent chez une autre plante qui s'appelle Antirrhinum majus ou la gueule de loup, qui est une plante bien connue des jardiniers, bien connue des abeilles, mais qui est aussi utilisée en laboratoire. Et en fait, en observant tous ces mutants-là, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, les problèmes se posaient dans deux couronnes adjacentes. Par exemple, ce mutant-là, il a des problèmes en couronne 3 et 4. Ce mutant-là, il a des problèmes en couronne 2 et 3. Et donc, en observant ces mutants, en les croisant, en les caractérisant, il y a un modèle qui a été proposé, qui est un modèle explicatif, qui décrit en quelque sorte quelle est la recette de l'identité des organes de la fleur. C'est-à-dire comment on fait un sépale, comment on fait un pétale, comment on fait une étamine et comment on fait le pistil. Et en fait, ce modèle, il suppose qu'il existe dans la fleur trois types d'activités qui ont été appelées les activités A, B et C. L'activité A, elle se répartit sur les couronnes 1 et 2. Donc là, ce que vous avez, c'est une fleur qui a été comme coupée et donc on la voit en tranches. Et donc l'activité A, elle est comme ça à l'extérieur de la fleur, sur les couronnes 1 et 2. L'activité C, elle est au centre de la fleur, sur les couronnes 3 et 4. Et l'activité B, elle est à cheval, sur les couronnes 2 et 3. Et ce que propose le modèle ABC, c'est qu'en fait l'identité des organes, elle dépend de la combinaison de ces activités. Donc par exemple, s'il y a l'activité A tout seul, on va avoir des sépales. S'il y a l'activité A plus B, on va avoir des pétales. Si on combine les activités B et C, on va avoir des étamines. Et s'il y a l'activité C tout seul, telle qu'au centre de la fleur, on va avoir un carpel. Si on regarde plus précisément, prenons par exemple le cas d'un mutant B-. Donc là, vous avez le modèle ABC normal. Si on enlève l'activité B, au lieu d'avoir ici en deuxième couronne A plus B et en troisième couronne B plus C, on va avoir A, A, C, C. Et ça veut dire qu'on va avoir A tout seul sépale, deuxième couronne A tout seul sépale également, troisième couronne C tout seul carpel, quatrième couronne carpel. Donc ça nous donne des fleurs qui n'ont pas sépale, pétale, étamine, pistil, mais qui ont sépale, sépale, carpel, carpel.
Et comme les carpelles, elles ont une tendance naturelle à se fusionner, ça donne ce pistil géant et anormal où on a en fait 8 carpelles qui vont se fusionner ensemble. Donc il existe dans le génome de l'Arabidopsis deux endroits différents, deux gènes différents. Quand on les mute, ils confèrent le même phénotype, c'est-à-dire la même apparence à la fleur, cette combinaison sépale, sépale, carpelle, carpelle. Donc c'est comme ça, en observant ces mutants, que les activités ABC ont été trouvées. Et en fait, on sait même que si on enlève les trois activités, on fait ce qu'on appelle un triple mutant, A-, B-, C-. À ce moment-là, tous les organes de la fleur se transforment en feuilles. Ils sont toujours répartis selon une disposition en couronne, et non pas en spirale comme sur une tige, mais ce sont des couronnes, mais ce sont des couronnes de feuilles. Et puis, dans le modèle ABC, il y a aussi une fonction spéciale, la fonction C, qui est là pour que la fleur s'arrête, c'est-à-dire qu'elle ne produise pas plus d'organes, et quand on la mute, eh bien, la fleur se met à produire des organes de façon indéfinie. Et en fait, ça, c'est quelque chose que le philosophe et botaniste Goethe, allemand, avait proposé il y a plus de 200 ans. Il avait proposé qu'en fait, tous les organes floraux soient bâtis sur une structure qui ressemble beaucoup à la feuille, et donc en quelque sorte que les organes floraux soient des feuilles modifiées. Et bien ce qu'on voit là, c'est effectivement qu'on peut passer de n'importe quel organe floral jusque vers une feuille. Goethe, il n'avait pas les mutants d'Arabidopsis pour lui, il ne pouvait pas les observer. Ce qui l'avait beaucoup inspiré, c'était ces roses qu'on appelle des roses prolifères. Et quand on regarde une rose prolifère, c'est un petit accident qui peut se produire dans la vie d'une fleur de rose, on peut voir que du centre de la rose, il sort une nouvelle tige. Et donc lui, il s'était dit, bah tiens, si du centre de la rose sort une nouvelle tige, et que cette tige fait des feuilles, on voit qu'au lieu de faire des pétales, au lieu de faire des étamines, ça se met à faire des feuilles. Et donc c'est peut-être qu'il y a des similarités entre la feuille et les pétales des étamines. Et aujourd'hui, grâce au progrès de la génétique, on sait même faire l'inverse. On sait prendre une Arabidopsis, et si on provoque de façon artificielle l'activité des gènes A, B, C dans les feuilles, eh bien on peut convertir ces feuilles en petits pétales, comme vous voyez ici, ou on peut convertir ces feuilles en petites étamines. Donc ça veut dire qu'on a réussi à comprendre qu'est-ce qui, dans les chromosomes des plantes, dans le génome des plantes, quels sont les gènes qui jouent un rôle absolument essentiel et qui sont responsables de l'identité des organes de la fleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle les gènes homéotiques, A, B, C. Un peu plus tard, dans les années 2000, on a même trouvé une autre activité qui se combine à ABC, qui est l'activité. Alors maintenant qu'on a appris des choses, et on n'a pas appris des choses seulement sur les organes de la fleur, on a aussi appris des choses sur la floraison, mais je n'ai pas le temps de vous en parler ici. On a appris des choses sur ce qui se passe dans les tout jeunes stades de la fleur, mais je ne vous en parle pas non plus ici. Et on a appris des choses sur l'identité des organes de la fleur. Eh bien, si on utilise toutes ces connaissances, on peut maintenant recommencer à regarder l'évolution des plantes, et on se rend compte qu'on arrive aussi à comprendre des choses sur la diversité du monde végétal et sur l'évolution des plantes. Donc, si on revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure, le fait qu'il y a une époque où il n'y avait que des mousses, des fougères et des conifères, puis un beau jour sont apparues les plantes à fleurs, on peut essayer de comprendre la diversité des formes de plantes à fleurs, et en particulier de certaines formes basales. Donc par exemple, si on regarde chez une plante à fleurs relativement basale, qui est la tulipe, ça serait vrai aussi chez le lys, on se rend compte qu'il n'y a pas de sépales. En fait là, on a des organes externes qui ressemblent exactement à des pétales, et on appelle ça des tépales. Eh bien, si on étudie ces fleurs-là, des fleurs de tulipe, des fleurs de lys, et qu'on regarde les domaines où sont actifs les gènes A, B et C, on voit que ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré chez Arabidopsis pour les gènes A et B, mais par contre, pour l'activité des gènes A et C, mais par contre, pour l'activité des gènes B, au lieu d'être restreinte aux couronnes 2 et 3, eh bien, il y a une extension vers la couronne 1, et maintenant que vous connaissez bien le modèle ABC, vous savez que si on combine A plus B, eh bien on va avoir des pétales. Et c'est pour ça que chez ces plantes-là, on n'a pas sépales, pétales, étamines, pistils, mais on a pétales, pétales, qu'on appelle des tépales, étamines, pistils. Et en fait, c'est pareil chez plusieurs sortes de plantes. Il y a des plantes où il y a des limites pas très nettes entre les pétales et les étamines. On a des sortes de fusion, des organes chimériques. Et ça, c'est parce que les domaines d'activité de A et C, par exemple, ne sont pas aussi bien définis. On a des frontières un peu floues, pas aussi bien définies que chez Arabidopsis. Alors on peut expliquer d'autres choses, on peut expliquer aussi la domestication des roses. Donc vous savez que les roses,
À l'origine, elles n'étaient pas aussi jolies qu'elles le sont aujourd'hui, mais elles étaient très efficaces pour la production. Donc les roses, ça vient de l'églantier, qui est une plante comme ça qui possède seulement 5 pétales et énormément d'étamines. Et puis au fur et à mesure que l'homme a domestiqué les roses, il a sélectionné des roses avec de plus en plus de pétales. Et en fait, il y a des chercheurs à Lyon, l'équipe du chercheur Mohamed Bendaman, qui a analysé les domaines d'activité des gènes A et C dans les églantiers ancestraux, dans des roses domestiquées ou des roses qu'on appelle à fleurs doubles, qui sont particulièrement prisées des consommateurs et des jardiniers. Et ils se sont rendus compte que si on regarde les domaines d'activité des gènes A et des gènes C, et bien par rapport à la flore ancestrale, qui avait un grand domaine C, et donc un grand chevauchement BC, BC, qui donnait donc étamine, 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 plus l'homme a domestiqué les plantes, plus il a sectionné un domaine A beaucoup plus grand au détriment du domaine C. Ce qui veut dire que petit à petit, on enlève du territoire B plus C, donc on enlève des étamines, et on le remplace par du territoire A plus B, donc on le remplace par des pétales. Et c'est comme ça que petit à petit, on est passé de l'églantier qui possède peu de pétales, énormément d'étamines, aux roses modernes, aux roses sélectionnées, pour lesquelles on a très peu d'étamines, mais on a beaucoup de pétales. Et puis au début, je vous ai montré cet exemple assez extraordinaire des orchidées, en particulier avec le label qui se met à ressembler à un insecte. Il faut savoir que les orchidées, elles n'ont pas toujours été comme ça. L'ancêtre commun des orchidées, il avait 6 pétales identiques. Et l'évolution, petit à petit, a joué son rôle et a provoqué la spécialisation, les modifications de certains des pétales. Et ça aussi, ça a été étudié. Vous avez vu dans le modèle ABC que les pétales ils étaient en partie dus à l'activité B. Et bien, chez les orchidées, on a découvert qu'il n'y avait pas seulement B, mais il y avait B1, B2 et B3. Et en fait, il y a des pétales qui sont formés par A plus B1, et ceux-là, ce sont par exemple les pétales qui sont schématisés en vert. Il y a des pétales qui sont formés par A plus B1 plus B2, et ça peut donner les jaunes. Et puis ce fameux label qui peut prendre des formes assez extraordinaires, comme mimer un bourdon, mimer une colombe, et bien lui, il se forme avec A plus B1 plus B2 plus B3, ça change complètement sa forme. Donc ce que vous voyez ici, c'est que ce qu'on a appris en étudiant une petite mauvaise herbe, Arabidopsis thaliana ou la gueule de loup, quand on l'utilise, ça nous sert à nous retourner vers le passé et à regarder comment est-ce qu'on peut expliquer la diversification des plantes aujourd'hui. Et si on regarde chez les conifères, on se rend compte que chez les conifères, on trouve des gènes B, on trouve des gènes C, on ne trouve pas les gènes A, et donc on peut inférer que l'ancêtre commun des conifères et des plantes à fleurs avait déjà les gènes B, avait déjà les gènes C, et on sait même que ces gènes B et C y jouaient un rôle dans les structures reproductives, avec B plus C qui joue un rôle dans les cônes mâles et C dans les cônes femelles. Et donc petit à petit, on peut utiliser les connaissances chez des plantes de nos jours pour essayer de comprendre à quoi pouvait bien ressembler l'ancêtre commun entre les plantes à fleurs et les plantes à graines. Donc voilà, j'espère que vous serez convaincus que quand on combine génétique, phylogénie, séquençage d'espèces vivantes, on peut apprendre des choses sur le passé. On peut même éventuellement essayer d'anticiper le futur, puisqu'on sait que les changements, en particulier le changement climatique, eh bien, il se produit à très grande vitesse. Et on peut imaginer que cette connaissance va nous aider à mieux comprendre l'évolution des plantes dans le futur.